Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Bastien. Bonjour Baptiste. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons parler, vous le savez, on a déjà fait les pires Renault, qui avaient très bien marché d'ailleurs, on vous mettra la miniature. Et maintenant, on va parler des meilleurs Renault, parce que oui, il existe des meilleurs Renault encore heureux. Vous me connaissez, j'adore critiquer Renault, certains le prennent très mal, et c'est très drôle. Mais comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Et vous le savez, j'en ai eu plein des Renault. Qui n'a pas eu une Renault dans sa vie? Je vais leur rendre hommage dans cette vidéo. Hommage, n'exagérons pas, quand même, ça reste des Renault, hein. Donc aujourd'hui, on va parler des meilleurs Renault de l'histoire, de par leur rareté, leur fiabilité et évidemment les succès auprès du public, le nombre de ventes bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes marqué leur époque. Et grâce à cette vidéo, peut-être que vous allez acheter une Renault. Et avant d'acheter une Renault ou n'importe quelle autre voiture, qu'est-ce qu'il faut faire, Bastien? Un quart vertical. Bravo. Et vous le savez, comme d'habitude, on a une vraie annonce. Et aujourd'hui, on parle de quoi? De Renault. Donc on va prendre une Renault Mégane 3 coupé 1,5 litre DCI, 110 chevaux, qui a un tout petit peu moins de 200 000 km et qui est au coût de 4 500 €. On met l'immatriculation de cette voiture et on regarde ce qui se passe sur Car Vertical. Alors, tout de suite, ce qu'on constate, il est dans le jaune. Le compteur kilométrique, peut-être y a-t-il eu une magouille. Allons regarder ça. 7 relevés kilométriques sur cette Mégane qui a 200 000 km. Et alors, donc 2016, 53 000. 2020, 23 000 km. Et 2020, le même mois, 143 000. Alors, bon, là, il y a peut-être anguille sous roche. Donc, si vous ajoutez un 1 à 23 000, ça fait 123 000. Et la courbe, du coup, serait peut-être un petit peu plus logique. Alors, quand c'est comme ça, il se peut que le compteur ait été trafiqué, hein. C'est fort possible. Mais quand c'est comme ça, vous appelez évidemment le vendeur et vous lui demandez s'il y a les factures qui correspondent. D'accord? Aussi simple que ça. Il ne faut pas prendre Car Vertical au pied de la lettre. Il faut évidemment relayer les informations, faire un historique, demander tout ce qui est historique, facture au vendeur. Et comme ça, vous éviterez tout problème. Code promo LPDD20, vous le savez, vous le mettez quand vous allez sur carvertical.fr ou sinon, si vous êtes feignant comme moi, vous cliquez directement sur le lien en description. On commence avec une voiture que tout le monde connaît, que j'ai envie de dire presque tout le monde a eu au moins une fois s'il a 30 ans. C'est bien évidemment la Clio 2. Alors il y avait deux teams, Bastien. Clio 2, Peugeot 206. C'était vraiment le gang, tu vois. Vraiment les deux gangs, c'était ça. Et moi évidemment, clairement j'étais Peugeot 206. Clio 2 ou Peugeot 206? Peugeot 206 aussi. Parfait. Donc évidemment, allez-y, dans les commentaires. Chaque personne qui regarde cette vidéo laisse un commentaire et mette Team 206 ou Team Clio 2. Ok? La deuxième génération de Clio sort en 98 et succombe au bio-design. Vous savez, le design tout en rondeur de l'époque. Comme la Twingo, elle adopte une bouille toute mignonne et à l'intérieur, c'est un petit peu plus sobre, mais efficace. C'est du côté de la technologie que cette petite Clio 2 sort son épingle du jeu. Direction assistée, 2 airbags, ABS, le tout de série, Bastien. Oui, oui, vous pouvez faire cette tête magnifique de miniature, c'est exactement ça. Sous le capot, elle propose une grande variété de moteurs pour satisfaire évidemment toutes les envies, des versions économiques aux modèles les plus sportifs évidemment. La toute première Clio RS sort début 2000 avec son 2 litres Atmo de 172 chevaux. Mais la Clio 2, dont tout le monde rêvait, c'était le V6. Le V6. Oui, vous avez très bien entendu. Un V6 dans une Renault Clio 2. Ils avaient pété un câble chez Renault à l'époque, hein, c'était à l'époque où on pouvait faire n'importe quoi dans l'automobile, c'est tellement magnifique. Il y a eu l'époque Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, et il y a eu l'époque des voitures où on faisait n'importe quoi. Oui monsieur, c'est comparable. Messi, Ronaldo, c'est arrivé qu'une fois, il n'y en aura peut-être jamais d'autres. Bon, et bien l'automobile, c'est pareil. Pardon? Allez, merci, je continue, m'excusez. Ça donne évidemment un cercueil sur roue. Forcément, 230 chevaux et tout le poids à l'arrière d'une Clio 2, ça fait évidemment pas bon ménage. Un petit peu comme la Clio 1 et son litre 9D, tout à l'avant, rien à l'arrière, vous prenez un virage un peu trop vite, vous partez dans le fossé et je sais de quoi je parle. Mais on va pas se mentir, qu'est-ce que ça doit être drôle à conduire, j'aimerais tellement un jour en essayer une. La Clio V6 Phase 2 est bien plus aboutie et c'est pour ça que c'est la plus recherchée aujourd'hui. Certaines partent à plus de 80 000 €. Comment ça faire? Fait un bel appartement à Brive. Je les adore ces caisses. Ouais, elles sont trop bien, moi aussi. C'est un jour peut-être. Un jour, peut-être. Bon, revenons à nos Clio 2 normales, hein. C'est bon. La Clio V6, c'est quand même pas beaucoup d'exemplaires. Elle sera produite jusqu'en 2016, soit, écoutez bien, 18 ans de carrière. Pas mal. C'est aussi évidemment un énorme succès à travers le monde entier puisque
5 600 000 exemplaires ont été produits et vendus. Bon, la comparaison avec la 206 et ses 12 millions d'exemplaires fait un petit peu mal. Mais la Clio 2 a quand même marqué l'histoire du constructeur aux losanges. Elle s'est exportée partout en Europe, mais aussi en Chine, en Amérique du Sud et au Maghreb. Là-bas, on a eu le droit, écoutez bien, à une phase 6 qui reprend le style de la Clio 4 pour la face avant. Et je peux vous dire que Bastien va se faire le plaisir de la mettre en illustration, c'est dégueulasse. C'est vraiment à vomir. On continue avec une des voitures les plus mythiques, mais pourtant les moins connues de chez Renault. C'est d'ailleurs la première Renault Sport, c'est évidemment la Spider. L'histoire commence au Mondial de l'Auto en 1990, où Renault présente le concept car, écoutez bien, vous allez la reconnaître, Laguna. Alors oui, la Laguna telle qu'on la connaît n'a vraiment rien à voir avec ce concept, on va pas se mentir. Là, c'est un roadster sans pare-brise avec un moteur à position centrale arrière. Et à l'époque, il était dit que ça serait un 2 litres turbo de 210 chevaux. Mais rien d'officiel évidemment. Voyant les bons retours, Renault flaire la bonne affaire et sort la Spider 6 ans plus tard avec la même formule ou presque. Seul le turbo disparaît pour garder le bloc 2 litres atmosphérique de 150 chevaux emprunté à la Clio Williams. Le pare-brise est quant à lui ajouté un an après le début de sa commercialisation. Malgré seulement 150 chevaux, ces 930 kg lui offrent des performances très sympathiques. Le 0 à 100 est effectué en 6 secondes 9, c'est une seconde de mieux que la Clio Williams et sa vitesse maxi atteint 216 km/h. Je peux vous dire que 216 km/h sans pare-brise, vous allez vous en souvenir. Si le gars à côté a oublié son casque, ça doit être tellement drôle. Enfin, drôle, je sais pas, mais ça doit être douloureux quand même. Mais de toute façon, c'est pas les lignes droites qu'elle préfère, mais plutôt évidemment les virages. Vous vous rendez bien compte que les ingénieurs ont fait la chasse au kilo. Châssis en alu, pas de pare-brise, ni de toit sur les premiers exemplaires et carrosserie en plastique, Bastien. Parce que le plastique, c'est La vie, pas lourd. Putain, vous y arrivez jamais, hein. Mais non, c'est juste C'est que c'est pas lourd. fantastique. Ah. Oh là là, mais vous connaissez rien. Le plastique, c'est fantastique. Mais oui. Et il va encore me dire, mais vous avez inventé. Non, mais... C'est quoi? C'est plastique Bertrand ou quoi? Mais non, le plastique, c'est fantastique. C'est ce qui était dit à l'époque du plastique dans les années 80, 90, 2000. Le plastique, c'est fantastique. Pas de direction assistée non plus et pas d'ABS. Encore quelques kilos gagnés. Du coup, vous avez bien compris, ça en fait un petit karting. Alors, malgré la hype au salon, on va pas se mentir, la Spider, c'est un bide. Ils avaient le pif, mais ils n'avaient pas le pif assez long chez Renault. Notamment car elle a été comparée avec la Lotus Elise S1, sortie un an plus tard, qui pousse la philosophie de la légèreté encore plus loin avec 690 kilos. Là, c'est vraiment ridicule. 250 kg de moins que la Spider quand même. Et 250 kg de moins, ça fait quelques chevaux en plus. Seuls 1726 exemplaires ont été produits, dont 90 en version Trophy pour la compétition. La version sans pare-brise, quant à elle, est la plus rare puisqu'elle ne représente qu'un quart de toute la production. Donc si vous en cherchez une, Bastien, sans pare-brise, d'accord? Mais avec un casque. C'est mieux. Je compte pas en chercher une. La version avec le pare-brise est un petit peu moins rare et bien plus évidemment utilisable au quotidien. Même si on va pas se mentir, c'est pas une voiture du quotidien. On continue avec de la légèreté, sans la sportivité par contre, la 4L. Là, Bastien, vous étiez même pas prévu. Non. Mais même pas. C'est un peu la 2 chevaux version Renault. C'était exactement la cible. Une voiture simple, pas chère, pratique et surtout économique. Souvenir de 4L parce que c'est pareil, tout le monde en a. Enfin, moi en tout cas j'en ai un. Je passe le bonjour à mon pote Eli. On allait à l'école dans la voiture de sa mère en 4L, derrière, sans siège. Ils avaient fait une petite banquette en bois. Je peux te dire que quand on passait dans les chemins de campagne avec la banquette en bois, avant d'arriver à l'école, on avait mal aux fesses. Elle sort, elle, en 1961 avec le fameux moteur Billancourt 600 cm3 qui développe 27 chevaux. Vous vous plaignez de votre saxo, mais là, mec, 27 chevaux. Donc je vous l'ai dit, ça paraît ridicule, mais à côté des 16 chevaux de la 2 chevaux, c'était une voiture de sport. Plus moderne, mieux équipée, plus confortable, elle ringardise complètement la Dush. C'est d'ailleurs la première traction de chez Renault et le moteur est en position centrale. Derrière les roues avant, ce qui permet de placer la boîte directement au niveau de l'essieu, tout à l'avant. Le moteur Billancourt se décline en version 750, 780, 850 cm3, pas chevaux, gagnant quelques chevaux évidemment au passage. Le moteur Cléon apparaît quant à lui sur la petite fourgonnette F4 en 850 cm3. La berline profite de 1100 cm3 en 78. Ce sera le plus gros moteur disponible sur la 4L avec, écoutez bien, 34 chevaux, 74 Nm de couple. Waouh. C'est la puissance d'une 50 à boîte avec un kit. Presque, en doyette. Oh, un gros kit. Ouais, bah gros kit. Très gros kit. Kit 80, non? Tu montes à 34? Ouais, Plus ça dépend quel kit 80, c'est toujours pareil. Okay. C'est de la Lu ou Bastien,
spécialiste en 50cc. Le design change évidemment pas mal au fil des années. La calandre passe du chrome au plastique. Idem pour les enjoliveurs et le contour des vitres. Le plastique, c'est fantastique. Et c'est moins cher surtout. À l'intérieur, seul le levier de vitesse au tableau de bord reste tel quel. La planche de bord se modernise et la sellerie aussi. La 4L a évidemment une multitude de déclinaisons, de séries spéciales, une grande fourgonnette nommée F6, un pick-up, le cabriolet plein air. On a eu aussi la Savane, la Clan, la Safari et une version électrique, déjà à l'époque en 1972, autonomie 110 km sur autoroute et 70 en ville. Carrosserie évidemment en plastique et vitres latérales en plexi. Donc vous voyez, même il y a 50 ans, on faisait déjà 110 km avec une batterie. C'est pas mal, en vrai c'était pas mal. C'est pas mal. On n'a pas beaucoup avancé, hein, parce qu'il y a quand même certaines voitures qui sortent aujourd'hui qui font 150 km d'autonomie. En 50 ans, on a eu du mal. Hein. En hiver, elles font 80. C'est ça, exactement. Même la gendarmerie nationale s'en est offert quelques-unes. C'était d'ailleurs l'une des seules voitures françaises à pouvoir conduire avec un képi sur la tête, sans devoir l'enlever. Et avec 8 millions d'exemplaires produites, c'est la deuxième voiture française la plus vendue, derrière justement la 206. Et bien loin devant les 5 millions de la 2 chevaux. Elle sera produite jusqu'en 1992 et continuera jusqu'en 94 en Espagne et jusqu'en 95 au Maroc. Qui n'a jamais conduit au moins une fois dans sa vie? En vrai, tu vois, finalement, on a tous conduit une fois dans sa vie une Renault, quelle que soit la marque, je pense. Et là, on va parler de quoi? De la Twingo. À une époque, c'était la voiture des jeunes fougueux qui venaient tout juste d'avoir leur permis. Bon, du coup, il y en a pas mal qui ont fini dans le fossé. Elle sort en 1992 comme une bouffée de fraîcheur sur le monde des citadines. La Twingo arbore un design tout mignon, compact et arrondi, avec des couleurs fun. La cible, évidemment, c'était les jeunes. Tout mignon, je suis gentil un peu avec elle, hein, parce qu'il y a des... Alors la Twingo, c'est soit on l'aime bien, elle est toute mignonne, soit on la déteste. Moi, j'ai amené une Twingo à ma femme, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, en vrai, ça tient pas la route, hein. C'est dangereux. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas ouf. Non, mais genre, là, on parle esthétique. On va y venir. Bon, je pense que Renault a oublié que quand on était jeune, on n'avait pas forcément le pognon de s'acheter même juste une Twingo. Sous le capot, c'est pas une bête de course, évidemment, mais c'est pas ce qu'on lui demande. La Twingo mise plutôt sur la praticité, avec des moteurs économiques pour les trajets quotidiens urbains. Elle démarre sa carrière avec le Cléon, encore lui, de 55 chevaux, puis recevra les nouveaux 1,2 litre 8 et 16 soupapes de 60 et 75 chevaux. Là où elle surprend tout le monde, c'est son design monovolume. Il y a des airs de mini Renault Espace. La philosophie de la Twingo, c'est quoi? C'est la modularité. Résultat, malgré sa petite taille, la Twingo est spacieuse et modulable. On peut même la transformer en mini fourgonnette en rabattant les sièges arrière, idéal pour les déménagements improvisés. Bon, faut pas des grands canapés et des grands frigos, mais ça peut le faire. Et si justement on a besoin de longueur, on peut aussi rabattre les sièges avant pour en faire un vrai lit de place. Bastien, vous voulez une voiture pour dormir dedans? La Twingo. Oh, ça fait la taille de votre saxo, hein, à mon avis. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu plus petit, non? Ouais, mais c'est peut-être plus mieux agencé dedans. Ouais. Donc du coup, en parlant de ça, d'un matelas dans une voiture, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont été conçus dans une Twingo. Posez-vous la question. Conçus dans une Twingo. Côté conduite, elle est plutôt agréable en ville. Hein, on va pas se mentir, c'est pas une voiture d'autoroute. La direction assistée et la petite taille de la voiture la rendent évidemment ultra maniable. Alors moi, j'en ai une Twingo, elle est très bien, elle démarre tout le temps. Tout le temps. Quoi qu'il arrive, elle démarre. Le problème, c'est la position de conduite. On peut pas régler le volant, on est très haut et le volant puis le volant il est comme un camion. Tu sais, tu conduis comme ça. Je trouve ça horrible. Mais tout au long de sa carrière, Renault nous a proposé évidemment des dizaines d'éditions limitées. Parmi les plus connues, Kenzo, l'Alizé, la Benetton, Perrier, Kiss Cool ou encore évidemment l'Initial Paris. Initial Paris, toute option, siège en cuir dans la Twingo. Si vous avez évidemment l'une d'entre elles, gardez-la bien au chaud car la cote ne fait que grimper. Sa production s'est étendue sur près de 15 ans avec 2,6 millions d'exemplaires écoulés. Ça paraît assez peu comparé aux 8 millions de la 4L, mais il faut se dire que les débuts de la Twingo n'ont pas été si glorieux. Et aujourd'hui, elle a aussi droit à son rallye raid au Maroc, le Twing Raid. Ce que je vous disais tout à l'heure. On y va? Allez, on a une Twingo en plus. Allez. Parfait. On continue avec la R5. Attention à ne pas confondre avec la Super 5. Sortie en 1972, elle a pour mission de renverser le marché de la citadine face à la Peugeot 104. Elle plaît directement aux jeunes qui peuvent enfin s'acheter une voiture un petit peu plus luxueuse que la 4L et pour pas beaucoup plus cher. Elle dispose des mêmes moteurs Billancourt et Cléon que cette dernière, mais ils développeront avec le temps un petit peu plus de chevaux. Un petit peu plus, hein, vraiment léger.
Elle reprend également le levier de vitesse au tableau de bord ainsi que le train arrière de la 4L. Ça explique son prix contenu. Le succès est bien évidemment au rendez-vous avec plusieurs séries spéciales des équipements qui évoluent et surtout des versions sportives. R5 Alpine est la première à ouvrir le bal des petites bombinettes françaises avec son 1,4 litre Cléon poussé à 94 chevaux. Viennent ensuite évidemment l'Alpine Turbo de 108 chevaux qui remportera de nombreux rallyes, puis l'incroyable, et vous le savez, R5 Turbo qui s'arrache aujourd'hui à plus de 100 000 €. Commence à faire, hein? Très. Le pot de yaourt. Le pot de yaourt avec un moteur turbo. Son succès est tel qu'en 1980, soit 8 ans après le début de sa commercialisation, la R5, toute version confondue, représente à elle seule, écoutez bien, 16% des ventes des voitures neuves en France. 16% de toutes les voitures vendues en France, c'était une R5. Incroyable. C'est énorme. Succès. Ce n'est qu'après 12 ans de carrière en 1984 que la R5 est remplacée par la Super 5, bien plus moderne. La R5 s'est même exportée outre-Atlantique sous le nom de Renault Le Car. Bon, elle a eu évidemment beaucoup moins de succès que par chez nous. Au total, ce sont près de 5,7 millions de R5 qui ont été vendus dans le monde. Je vous l'ai dit, la R5 a été remplacée en 84 par la Super 5, mais sa production a continué jusqu'en 2008. 2008. T'as bien entendu, 2008. C'est tard. C'est un peu tard, oui. La société iranienne Pars Khodro a continué de vendre des R5 là-bas pendant 24 ans. Dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Pour la faire courte, à partir de 2000, les R5 vendus en Iran sous le nom de Sepan reprennent la base technique de la Kia Pride avec un moteur Mazda. Donc c'est plus vraiment une R5, hein, finalement. N'empêche qu'il y a des gens qui achetaient des R5 neuves en 2008. Il y a des gens qui ont une R5 avec marqué date de première mise en circulation 2008. Incroyable. On ne pouvait pas passer à côté, évidemment, aujourd'hui, d'une caisse très connue des années 80-90. Elle a peut-être pas la réputation des sportives mythiques de chez Renault, mais la Renault 21 a quand même laissé sa trace dans l'histoire du losange. Elle débarque en 1986 et se fait repérer comme une caisse polyvalente et confortable. Son objectif, faire oublier la Renault 18 qui s'est fait littéralement poutrer par la Peugeot 305. La gamme de motorisation est très complète, d'accord? On a l'embarras du choix évidemment, essence, diesel, atmo, turbo, il y a forcément une R21 qui est faite pour vous, en tout cas à l'époque. Maintenant ça commence à se faire vieux. Et puis comment oublier la Nevada et son coffre de presque 700 litres pour partir en vacances en famille, il n'y avait rien de mieux. Renault 21 Turbo, c'est peut-être évidemment la star de la bande. Avec 175 chevaux, elle envoie du lourd et donne le sourire aux amateurs de conduite un petit peu plus punchy. C'est pas pour rien que la maréchaussée l'a choisi en 1993 pour sa brigade d'intervention rapide. La BRI. BRI, oui. Ouais. Alors là, c'est dans l'autre sens, mais à l'époque, c'était dans ce sens-là. La turbo associée à un châssis bien équilibré lui permet de rivaliser avec d'autres sportives françaises de l'époque, notamment la 405 Mi16, voire même certaines berlines allemandes. Niveau confort, la Renault 21 sait y faire. À l'intérieur, c'est spacieux et bien équipé. Technologiquement, elle était en avance sur son temps avec des trucs comme l'ordinateur de bord, une petite révolution à l'époque. Côté fiabilité, c'est du Renault à l'ancienne, des moteurs indestructibles, mais quelques soucis électroniques, notamment ce fameux ordinateur de bord qui au fil du temps cesse d'afficher certaines informations, comme le niveau d'essence, par exemple, ce qui est un petit peu gênant. C'est un peu con. Hein? Vous connaissez ça? Ouais. Il est évidemment pas rare de croiser des Renault 21 dépasser allègrement, sans problème, les 300 voire 400 000 km. Voilà, cette vidéo est terminée. Il y a tellement de modèles qu'on aurait pu mettre dans cette vidéo. Je ne sais pas. Mettez-les moi en commentaire. Mais je pense à la Laguna 3, qui avait réussi à faire oublier la Laguna 2. Velsatis, Avantime, il y a des voitures mythiques qui ne sont pas forcément fiables, hein, mais qui sont mythiques pour Renault. Donc n'hésitez pas, un pouce bleu, abonnez-vous et on se donne rendez-vous dimanche prochain.